Bonjour Jean-Louis Roca. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Jean-Louis, tu es sociologue, professeur à Sciences Po et chercheur au CERI, le Centre de recherche international. La dernière fois qu'on t'avait reçu, c'était il y a pile un an. On avait soulevé l'hypothèse suivante: 2021 devait conforter plus encore l'influence, la puissance et la domination de la Chine sur le monde. 2021 se terminant, est-ce que tu confirmes cette hypothèse? Oui, ce qu'on a vu depuis effectivement un an, c'est plutôt une montée en gamme, on pourrait dire, de la Chine, avec comme conséquence, et c'est pas du tout contradictoire, évidemment, des résistances en face de cette montée. Donc on peut aussi, si on regarde les choses un petit peu plus précisément, considérer qu'il y a un recul, puisqu'il y a des résistances, et aujourd'hui la Chine est devenue d'une certaine façon un peu l'ennemi du camp occidental, bien que, bon, il faille bien évidemment relativiser cette affirmation. Mais objectivement, quand on regarde la situation, on voit une Chine avec une économie qui, bien qu'elle ait quelques problèmes, a quand même moins de problèmes que beaucoup d'autres. Elle reste quand même centrale, elle continue à recevoir des investissements de l'étranger de manière très importante. Elle continue aussi à inquiéter l'économie mondiale par justement ses problèmes, un petit peu ses soubresauts, ses difficultés, etc. Donc on voit bien la place qu'a pris l'économie chinoise. On voit bien aussi dans le domaine diplomatique l'importance de la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire c'est aujourd'hui le grand dossier, on pourrait dire international, autour de Taïwan, autour du Xinjiang, autour des relations avec le Japon, enfin dans tout l'Extrême-Orient, etc. On voit aussi la Chine sur le plan même, je dirais, de la théorie politique ou des analyses politiques aussi prendre une place très importante, puisque elle prétend avoir un système politique particulier. Il y aurait une voie chinoise, ce que personnellement je ne crois pas véritablement. Et on est retombé dans des discussions qui ne sont pas si éloignées de ce qu'il y avait au moment de la guerre froide, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait deux systèmes. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas, les choses sont posées de cette façon-là. Et donc, d'une certaine façon, la Chine, c'est l'autre. C'est l'autre possibilité, l'autre alternative d'une certaine façon. En tout cas, c'est comme ça, encore une fois, qu'est posé le dossier. Tu viens de parler de guerre froide justement et tu disais que la Chine était devenue l'ennemi du camp occidental. Est-ce qu'on peut encore avoir cette lecture-là, c'est-à-dire une lecture de bloc contre bloc? Est-ce que, alors qu'on est dans un monde de plus en plus interdépendant, cette lecture-là du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest fonctionne encore? Moi, je ne crois pas du tout, parce que, pour des tas de raisons. Premièrement, parce que la Chine n'est pas du tout dans la même situation que l'URSS, quelques dizaines d'années, parce que l'URSS était un véritable bloc, était présent sur tous les continents, physiquement, on pourrait dire, y compris à quelques encablures des États-Unis. On n'est pas du tout dans ce domaine-là. La Chine est quand même relativement isolée. Alors, bien évidemment, elle a des alliés, notamment dans les pays du tiers-monde, pas tous les pays du tiers-monde, puisqu'elle a des problèmes par exemple avec l'Inde, qui est quand même pas un petit morceau, mais disons qu'elle a des alliés grâce à effectivement son programme sa projection internationale à travers les routes de la soie, enfin tout ce discours et cette réalité. Elle investit, elle a développé des relations dans beaucoup de pays, y compris aussi en Amérique latine, où elle a d'une certaine façon aussi essayé de remplacer les USA quand ils ont commencé précisément à se retirer il y a quelques années, de moins s'intéresser, disons, à l'Amérique latine. Là, de nouveau, il y a des conflits précisément entre les États-Unis et la Chine autour de l'Amérique latine parce qu'il y a un retour des États-Unis, etc., etc. Donc, il y a évidemment une projection internationale de la Chine, mais la Chine reste quand même globalement isolée. On peut pas comparer, disons, avec l'URSS. Je pense aussi, et je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation, qu'aujourd'hui, l'économie, le monde est totalement interdépendant. On n'a pas du tout de bloc. Et effectivement, si l'économie chinoise tout saute, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui tout saute. S'il n'y a pas de possibilité de faire des investissements en Chine, si la Chine ne continue plus à acheter des produits semi-finis, de la haute technologie, etc., etc., il y aura obligatoirement des conséquences sur l'économie mondiale. Donc, on
on est d'une manière on est évidemment tout à fait indépendant. Et même sur le plan idéologique, on est interdépendant. Rappelons que les étudiants chinois ont toujours autant de désir qu'auparavant d'aller faire leurs études à l'étranger. On continue à avoir des flots, même avec les difficultés actuelles, d'étudiants qui veulent faire leurs études à l'étranger. Donc, on n'est pas du tout non plus dans deux blocs idéologiques, où on aurait d'un côté les affreux communistes et de l'autre côté les gentils, ou inversement, hein, les gentils capitalistes. Non, on est dans des espèces de nuances, je dirais, par rapport à un modèle qui est quand même commun, qui est l'idée que il faut développer des relations, que le développement c'est très important, qu'il faut régler tout un tas de problèmes de pauvreté, de stabilité des populations, autour des migrations, etc., etc. On peut dire que les grandes problématiques de la Chine, comme les grandes problématiques des États-Unis, sont à peu près les mêmes. Alors évidemment, on a deux forces et avec des forces autour qui ne doivent pas être négligées non plus. On a deux forces principales, mais fondamentalement, on n'est pas dans des situations véritablement d'opposition de deux systèmes comme à l'époque de la guerre froide. On va revenir sur évidemment la relation Chine-États-Unis, mais sur le sujet de la tension, tu as évoqué Taïwan, il y a bien de sujets de tension avec la Chine, on parle des Ouïghours, on parle aussi des enjeux climatiques, numériques, économiques évidemment, mais finalement dans ce monde interdépendant que tu décrivais, est-ce que ce vocabulaire de la tension, en gros la menace permanente d'une guerre, c'est une menace sérieuse? Est-ce que entre la Chine et les États-Unis, il y aurait véritablement un intérêt à entrer dans une guerre? C'est un petit peu ça la difficulté. On ne voit pas quel serait l'intérêt de la Chine véritablement de lancer une opération militaire dans l'état actuel. Alors la situation évidemment des États-Unis est différente parce qu'il n'est pas question d'une intervention ex nihilo. Les États-Unis ont clairement dit qu'ils interviendraient s'il y avait une intervention chinoise. Donc le danger serait évidemment que la Chine intervienne. Alors, à mon avis, la Chine interviendrait dans deux scénarios qui sont tout de même des scénarios assez catastrophes. Donc, on ne peut pas exclure les scénarios catastrophes par définition, mais tout de même, ils sont en général considérés comme relativement peu probables. La première, ce serait de très fortes difficultés internes en Chine, une crise économique, des mouvements sociaux vraiment radicaux, vraiment une crise très forte, je dirais, dramatique du modèle chinois. Et donc une instabilité intérieure. Dans ce cas-là, on pourrait imaginer évidemment qu'un regain de légitimité du parti autour de la question de Taïwan, en disant voilà, l'important c'est pas tout ça, c'est pas nos histoires à nous, mais c'est de retrouver la grande Chine, etc. Une espèce de fuite en avant, alors qui aurait des conséquences évidemment absolument dramatiques, et donc ça serait un peu suicidaire. On serait un peu d'une certaine façon, je crois, dans une situation que peut décrire Hannah Arendt quand elle parle du totalitarisme, c'est-à-dire une espèce de folie, de projection extérieure, un petit peu justement comme ce qu'ont pu faire Staline et Hitler. Et finalement, la seule chose qui compte, c'est de s'étendre, quelles que soient finalement les conséquences économiques, sociales, etc. Et donc, ça veut dire aussi une transformation du régime politique actuel, qui n'est absolument pas totalitaire, qui est autoritaire, c'est une dictature, mais on n'est pas du tout dans une épure totalitaire. Les Chinois continuent à être des consommateurs, les Chinois continuent à vouloir leur situation personnelle améliorée, etc., etc. La vie privée n'est pas remise en cause en Chine, etc. Donc on est dans une épure qui est absolument pas totalitaire. Mais on ne peut pas évidemment exclure ce genre de choses. La deuxième raison, ce serait que très clairement, les États-Unis disent voilà, Taïwan est un État indépendant. Voilà. Ça serait une décision évidemment qui serait aussi extrêmement dangereuse et même un peu suicidaire aussi du point de vue des États-Unis parce que elle contraindrait, elle obligerait effectivement la Chine à intervenir dans ce cas-là, puisque pour l'instant on est dans une situation de statu quo, c'est-à-dire où on dit et Biden a répété ça ce matin où c'est bon, quel horaire on considère dans son entrevue avec lui que les États-Unis est toujours attaché au principe qu'il y a
une seule Chine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de l'indépendance, de la dépendance plutôt, de l'appartenance de Taïwan au territoire chinois. Donc, évidemment, on est toujours dans cette épure de statu quo où, d'un côté, les États-Unis disent on interviendra si la Chine intervient, et la Chine dit on interviendra si les États-Unis soutiennent l'indépendance. Voilà. Donc, voilà, le scénario le plus probable, on pourrait dire, le scénario le plus probable, c'est bien évidemment la continuation de ce statu quo et éventuellement une transformation à l'intérieur même de la société taïwanaise, de la façon dont on perçoit ces relations. Pour l'instant, il y a une espèce de vague, je dirais, indépendantiste, pas spectaculaire, mais enfin tout de même très nette. Mais pourquoi pas, on pourrait imaginer aussi des difficultés à l'intérieur du pays, dues peut-être aussi en question les rapports économiques avec la Chine, parce que Taïwan est très lié économiquement aussi avec la Chine. On pourrait imaginer que la Chine se débrouille pour déstabiliser un peu l'économie taïwanaise et stimuler donc les gens qui à Taïwan sont pour la réunification. Il ne faut pas non plus imaginer que l'ensemble du pays est en faveur de l'indépendance. Il y a sans doute aujourd'hui une majorité dans ce domaine-là, mais il y a aussi une partie non négligeable de la population et des appareils politiques, des partis, du personnel politique qui est en faveur toujours de la réunification. Pas à n'importe quelle condition, bien évidemment, mais on peut imaginer aussi qu'il y ait des changements politiques à Taïwan, l'arrivée d'un nouveau personnel plus en faveur, on pourrait dire, de la réunification, des négociations qui pourraient aboutir vers une réunification. Disons que rien n'est exclu, et peut-être que la solution la plus improbable, précisément, est la solution qui passe par la violence. Hier soir, le président américain, justement, tu l'as évoqué, Joe Biden avait une correspondance privée à distance avec le président chinois. Ça a duré à peu près 3 heures. L'objectif de l'échange consisterait ou a consisté à établir une relation bilatérale plus apaisée. Qu'est-ce qui se joue autour de cet échange? Qu'est-ce qui s'est joué autour de cet échange et qu'est-ce qui peut en être sorti? Je crois qu'il y avait besoin, bien évidemment, c'est pour ça que cette rencontre, je pense, était importante. Il y avait besoin de renouer un peu le dialogue de manière un peu spectaculaire. C'est de la com'? Effectivement, c'est de la communication, mais qui s'appuie aussi quand même des deux côtés sur l'idée que l'on peut sauver les meubles, qu'il y a possibilité de négocier et que on va trouver des solutions et on va essayer d'apaiser un peu, la situation. Alors, évidemment, le président chinois sort, lui, d'une séquence qui lui est plutôt favorable d'un certain côté. Il y a une réunion du comité central, l'adoption d'une résolution, le renforcement de l'idée que Xi Jinping est vraiment le symbole d'une Chine unie et d'un parti communiste uni. En même temps, la plupart des analystes, évidemment, considèrent que Xi Jinping aujourd'hui est un espèce de Mao absolument tout puissant, etc. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que Xi Jinping est le symbole, en fait, de l'idée que la Chine aujourd'hui a besoin d'un homme fort, d'une seule voix et d'une unité autour de deux idées fondamentales, c'est-à-dire que tout ce qui est bon pour la nation est bon pour les Chinois, tout ce qui est bon pour le parti est bon pour les Chinois. C'est-à-dire que c'est par justement le renforcement de l'unité nationale et de l'unité autour du parti que l'on pourra continuer à fournir aux Chinois une continuelle amélioration des conditions de vie, etc., y compris dans les questions de climat, d'amélioration de l'environnement, etc., etc. Donc c'est cette idée qui est passée. Il ne faut pas s'imaginer que, comme Mao, Xi Jinping peut un beau jour décider d'une politique comme ça, quelque chose qu'il sort de son chapeau. On n'est pas du tout dans cette épure-là, parce qu'on n'est plus du tout dans un système totalitaire. Xi Jinping et le leadership a des contraintes, et la contrainte fondamentale, c'est la société chinoise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que l'on puisse gouverner contre, je dirais, les intérêts matériels
mais aussi intellectuelle d'une certaine façon de la Chine, c'est-à-dire intérêt matériel, on voit bien évidemment de quoi on parle, mais aussi intérêt spirituel ou intellectuel si on veut, c'est-à-dire l'idée que la Chine est grande, que on peut être fier d'être chinois, que l'identité chinoise est respectée, etc., etc. Donc on est autour de cette épure. Donc Xi Jinping est sorti grandi, mais c'est pas Xi Jinping en tant que tel qui est grandi, c'est plutôt l'idée que on continue avec cette idée que la Chine est unie contre d'éventuels dangers et une remise en cause un peu de la Chine et le retour à une époque où on prenait pas la Chine au sérieux et on essayait d'empêcher son développement, etc., etc. Donc, Xi Jinping sort assez conforté, enfin en tout cas le PC sort assez conforté et donc est en position de force et a pu donc proposer ce dialogue et montrer effectivement, il donne un visage plus ouvert et une volonté de régler les problèmes. Bon, et Biden a accepté, ce qui est aussi sans doute un pas vers étant donné quand même qu'aujourd'hui le discours quand même de l'administration américaine vis-à-vis de la Chine, et c'est une surprise par rapport à l'administration de Trump. On attendait quelque chose d'un petit peu plus formel, d'un petit peu plus, disons, diplomatique, et quand même aussi extrêmement agressif. Et donc, on a une retombée, pour l'instant, des tensions, avec l'idée que l'on va négocier. Tu as évoqué tout à l'heure la route de la soie, c'est ce fameux projet chinois d'échanges commerciaux, soit par voie terrestre du côté de l'Europe, soit par voie maritime du côté de l'Afrique. Je crois que le projet pèserait pour près d'un tiers du PIB mondial, c'est colossal. Le président chinois d'ailleurs s'est exprimé en disant qu'il n'y avait aucune volonté hégémonique, mais qu'il s'agissait bien là d'un d'accords en tout cas commerciaux. Pourquoi la France semble réticente à ce projet? Elle a peur de la Chine? On a des raisons d'avoir peur de la Chine? Alors, la question, je crois, centrale est double. Il y a une question un peu, je dirais, théorique en matière économique, et d'un autre côté, il y a un aspect, évidemment, en termes de conflits géopolitiques, etc., etc. La première donnée, c'est que on reproche fondamentalement quelque chose à la Chine, c'est de lier trop étroitement, disons, les aspects commerciaux et les aspects politiques. Bon. C'est dû évidemment à la situation de l'économie chinoise, qui est à la fois très privatisée et très étatisée. C'est-à-dire que quand on regarde les petites, moyennes entreprises, ou même les entreprises relativement importantes, effectivement, on est des entreprises privées, mais qui, fort logiquement aussi, ont des relations très étroites avec les gouvernements locaux. C'est-à-dire fonctionne à travers évidemment les crédits qui sont donnés par les banques locales, qui sont liés aussi à des contrats qui sont liés à des gouvernements locaux. Il faut dire en Chine tout simplement que les gouvernements locaux ont en charge le développement économique beaucoup plus fortement que ce qui peut se passer par exemple en France ou de manière générale en Europe. C'est vraiment une des fonctions des gouvernements locaux que d'assurer la croissance économique et la croissance des niveaux de vie. Donc, on a déjà, même dans le système, disons, privatisé, dans l'économie privée, disons, un élément, je dirais, collectif, un élément public, entre guillemets, même si c'est au niveau des gouvernements locaux. Bien qu'encore une fois, l'économie privée aujourd'hui, soit les entreprises privées détenues par des individus, soit aujourd'hui très très importantes. Et puis, le deuxième élément dans l'économie chinoise, c'est que malgré tout, l'État a conservé la mainmise sur tous les grands secteurs de l'économie, les banques, les communications, etc., etc. Il continue à contrôler ces éléments-là, et donc toute grande entreprise chinoise, y compris privée, on peut dire, est très liée au gouvernement national. Donc ça, c'est une donnée de fait. Alors, évidemment, là, il y a des discussions autour, évidemment, entre économistes, autour de ces questions-là, parce que qu'est-ce que c'est l'influence de l'État sur l'économie, sur les entreprises? On sait bien qu'il y a des rapports très étroits aussi aux États-Unis entre les grandes entreprises et le gouvernement, en France, bien évidemment, en Allemagne, etc., etc. Je crois que la grande différence fondamentale, c'est que la laisse, disons, est tenue beaucoup plus fermement disons, en Chine qu'ailleurs. Les influences,
le mélange des genres n'est peut-être pas plus fort objectivement, mais en réalité, elle est beaucoup plus directement exercée, disons, en Chine. Donc il est bien évident qu'une grande entreprise chinoise qui va faire des affaires dans tel ou tel domaine, c'est parfaitement, l'État sait parfaitement ce qui s'y passe et on ne peut pas cacher, comme à l'époque de l'affaire Alstom, les choses au ministre de l'économie, on sait parfaitement ce qui se passe. Donc je pense que il y a cette idée que, à partir du moment où on fait des affaires avec une grande entreprise chinoise, on risque de faire des affaires aussi avec l'État chinois. Ce qui n'est pas évidemment faux, mais ce qui n'est pas complètement non plus absent du commerce que l'on peut faire avec d'autres entreprises. Le deuxième élément, évidemment, c'est la question géostratégique. Aujourd'hui, il y a très clairement parmi les grandes entreprises européennes et les grandes entreprises américaines, mais aussi dans les gouvernements américains et les gouvernements européens, l'idée que la Chine est un danger économique parce que, effectivement, elle est devenue en compétition, en concurrence avec les entreprises européennes et les entreprises américaines. C'est une donnée de fait. C'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Je me souviens, il y a 30 ans, quand on dialoguait avec des hommes d'affaires français, ils vous disaient, bien évidemment, dans quelques années, les Chinois auront parfaitement assimilé la technologie en matière de transport, en matière d'électronique, etc., et deviendront nos concurrents. Il y a des gens qui disaient, attention, ne donnons pas trop de technologie, transfert de technologie, c'est dangereux, etc. Oui, mais les affaires sont les affaires. On veut vendre du matériel, on voulait vendre du matériel aux Chinois, ils ont exigé des transferts de technologie. Et aujourd'hui, on est dans cette situation que l'on aurait peut-être pu anticiper, je ne sais pas, mais en tout cas, on est dans cette situation. Donc, il y a une difficulté à accepter cette situation et donc on utilise absolument tous les moyens possibles et imaginables pour, on pourrait dire, décrédibiliser et limiter effectivement l'influence des entreprises chinoises, y compris quand il n'y a manifestement pas de danger extrêmement direct en matière d'espionnage, etc. Donc je crois qu'il y a une espèce de guerre économique en cette matière-là, on a beaucoup de difficultés, si vous voulez, à vraiment argumenter. Les spécialistes qui vraiment se penchent sur ces questions par exemple d'actions chinoises en Afrique, montrent que les choses sont très compliquées, sont très diverses d'un pays à l'autre, que si on regarde les choses de ce point de vue, on voit que l'influence américaine en Afrique est toujours beaucoup plus importante que l'influence chinoise, etc. Donc on n'a pas un tableau clair par rapport à cela. Je crois que on a ces deux éléments qui sont importants et qui sont extrêmement liés, et que l'on a peur qu'à travers des investissements chinois, on ait une influence effectivement trop grande du gouvernement chinois, mais aussi de l'économie chinoise dans le monde. La COP26 vient de se terminer, tout le monde ou presque s'accorde à dire que c'est un échec. Beaucoup reprochent aussi à la Chine, dont on sait la dépendance au charbon, d'avoir œuvré, même si elle était absente de la COP, pour amoindrir les engagements prévus dans l'accord de Glasgow. Pékin aurait même soutenu l'Inde dans cet objectif. Est-ce qu'il est juste de dire que la Chine est l'un des plus mauvais élèves de la planète ? Non, il est faux et d'une certaine façon, je crois que la Chine, comme dans beaucoup de domaines, suit le mouvement. C'est peut-être aussi un argument pour dire que la Chine aujourd'hui fait partie de l'économie monde et qu'on peut plus penser en termes de guerre froide, parce que jusqu'à maintenant la Chine a suivi la vague d'une certaine façon. C'est-à-dire quand il y avait une tendance générale à considérer qu'il faut prendre des engagements, etc., qu'il faut vraiment réagir et mettre en place des politiques internationales de protection de l'environnement et du climat, la Chine a été présente et même la Chine a été en avance d'une certaine façon. Tous les observateurs montrent que la Chine fait des efforts, mais dans une situation qui est tout à fait particulière, bien évidemment. La Chine est en plein développement, la Chine est extrêmement peuplée, donc si on ramène à la pollution par habitant, on arrive évidemment, le chiffre chute, etc. Donc, l'Occident a délocalisé les entreprises la Chine, en Chine. La Chine et la Chine continue à supporter ça. Par exemple, en matière de fabrication où se fabriquent les batteries. On se plaint de plus pouvoir faire les batteries, on les fait en Chine, mais en même temps, d'un certain côté, on est assez content de les faire là-bas parce que c'est là-bas que ça pollue, c'est là-bas que ça pose des problèmes. Donc, on continue à être dans cette logique. Il faut pas croire
croire que la Chine aujourd'hui est devenue un pays où on fait de la haute technologie, on produit de la haute technologie. Non, on a une dualité sur ce plan-là, on fabrique excusez-moi de l'expression, mais de la merde, d'une certaine façon, et en même temps, de la technologie propre, etc., etc. Donc, la Chine, sur ce point de vue, est une vraie économie moderne, d'une certaine façon. Donc, on continue finalement à contribuer à externaliser la production et la pollution. La production et la pollution. Et donc la Chine doit gérer évidemment cette situation. Et aujourd'hui, comme d'habitude d'une certaine façon, la Chine suit le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un repli général de ces questions-là. Quand on voit que l'Inde et la Chine et les États-Unis sont quand même très en retrait par rapport à ce qui a pu être fait et dit il y a quelques années, notamment à l'époque d'Obama, etc., on voit bien que la Chine n'a pas tellement d'intérêt non plus à devenir une espèce de parangon de vertu par rapport à ça, parce que la Chine a des gros problèmes d'approvisionnement, il y a des gros problèmes économiques, on est quand même à avoir des coupures d'électricité en Chine, on est dans un pays moderne, on est dans un pays aujourd'hui où il y a un niveau de vie dans les villes, dans les grandes villes qui est tout à fait équivalent à ce que l'on peut trouver dans beaucoup de pays européens. Et donc, il y a aussi une question de stabilité sociale et politique. Les Chinois ont du mal à accepter d'être dans une situation, ils ont un peu l'impression d'être dans une situation d'un pays du tiers-monde, où il y a des coupures d'électricité, ce qui était absolument impensable avant le Covid, etc., etc. Donc voilà, donc je crois qu'il y a un recul, parce que tout simplement, la Chine est dans une situation qui est, bon, voilà, de lettres-cromeuses. Hein. Ils viennent d'arriver à la table des grands et il va continuer à le polluer. Elle avait des grandes ambitions. Manifestement, elle ne peut pas respecter. Elle va avoir des difficultés à respecter ses engagements. Mais la Chine n'est pas la seule et il n'y a pas de raison finalement fondamentale qu'elle devienne un exemple absolu et qu'elle sacrifie sa croissance pour la planète parce que personne ne le fait. J'ai une dernière question, Jean-Louis. Tu disais que la Chine n'était pas un régime dictatorial, c'était un régime sans doute très autoritaire en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il reste de communiste dans le modèle et le régime chinois? Tu me disais, je me souviens, lors de la dernière millénaire qu'on avait fait ensemble, que c'était sans doute une des sociétés les plus inégalitaires. Alors, oui, j'ai pas dit que c'était pas une dictature. Au contraire, je dis c'est une dictature, hein, parce que ce qui est très intéressant chez Arendt, c'est précisément qu'elle dit, voilà, il faut bien faire la différence entre un régime totalitaire et un régime dictatorial. Un régime dictatorial, c'est un régime où il y a un parti qui contrôle l'ensemble des choses, mais une dictature ne prévoit pas de contrôler totalement les individus. Alors, je sais bien qu'il y a tout un ensemble de bruits et d'analyses disant que grâce à l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, on est dans ce genre. Bon, on a aujourd'hui des études, des recherches qui montrent qu'on n'est absolument pas dans ce cadre-là, même s'il y a eu des expériences qui font un petit peu peur, etc. Aujourd'hui, la vie privée des Chinois est tout à fait respectée. Au centre des préoccupations de la société chinoise et de Xi Jinping, il y a la stabilité sociale et la stabilité politique. Et tous ces éléments n'existent pas dans un système totalitaire, et pour Arendt, encore une fois, c'est Hitler et Staline. Donc, c'est ça qui resterait de communiste dans la vision de ce régime, c'est-à-dire la recherche d'un équilibre de la société? Alors, c'est très ambigu parce que, rappelons-nous aussi que Arendt a dit que, bon, elle ne pouvait pas dire que la Chine était un pays totalitaire à l'époque de Mao. C'est encore un débat, enfin, c'est pas un débat puisqu'on en parle plus, mais personnellement, j'aimerais bien lancer ce débat justement peut-être sur ce qui s'est passé à l'époque de Mao, sur ce plan-là. Non, moi je crois que ce qui reste de cette époque-là, c'est une ingénierie sociale d'une certaine façon. C'est-à-dire que le parti, contrairement à d'autres systèmes politiques, a toujours essayé, en tout cas depuis les années 70, de faire un équilibre entre les nécessités de contrôle de stabilité politique et les nécessités de satisfaire une certaine demande venant de la société. C'est-à-dire cette idée de contrat social d'une certaine façon, mais qui a existé aussi à l'époque de Mao, où à certaines époques on a relancé l'économie, on a augmenté les salaires pour justement éviter les troubles, etc., etc. Donc cette idée que
la stabilité politique et sociale repose sur la satisfaction d'un certain nombre de besoins. Ça, c'est quelque chose qui déjà existe, je dirais, de manière contradictoire, avec sans doute aussi des tendances véritablement totalitaires, notamment au niveau peut-être de la révolution culturelle ou du grand bond en avant, des choses comme ça. Cette idée donc que l'on a sans doute ces tendances totalitaires, mais qui en même temps le fondement en fait de la société tourne autour de cette histoire de contrat social. On reste au pouvoir parce que on est capable de vous fournir des conditions de vie décentes, ou même plus que décentes à l'heure actuelle. Donc, c'est un contrat social qui aboutit à des inégalités très importantes et qui pourrait mobiliser les Chinois à un moment donné ou... Moi, je le crois fondamentalement, c'est-à-dire que je crois que on a une situation paradoxale où il y a un soutien certain au parti aujourd'hui. Donc, on pourrait dire, voilà, parti communiste qui est soutenu par la population, ce qui est vrai d'un certain côté, mais en même temps, on pourrait, à mon avis, basculer dans tout à fait autre chose si effectivement le parti ne continue pas à assumer ses tâches historiques. C'est-à-dire que la dernière résolution est une résolution sur l'histoire du parti où on explique aux gens, et ça c'est très important, regardez, comme on a bien fait depuis une centaine d'années, où regardez tout ce qu'on vous a donné, regardez ce qu'est la Chine aujourd'hui. Et ça, c'est très fort évidemment pour les Chinois, parce qu'ils peuvent voir concrètement la réalité. On n'est pas dans un discours fictif, là, on est dans un discours où les gens peuvent toucher des doigts, je dirais, y compris leur voiture, etc., la réussite du parti par rapport à ça. Mais le paradoxe et l'envers du décor, c'est que pour eux aujourd'hui, c'est devenu tellement important que les côtés idéologiques, on pourrait dire, du parti, c'est-à-dire le sacrifice, etc., etc., par contre, ça ne fonctionne plus dans la propagande. Aujourd'hui, on s'intéresse à sa vie privée, on s'intéresse à son enfant, ses enfants éventuellement, et à sa vie, et à ses opportunités, etc., etc., etc. Donc sur ce plan-là, la Chine a beaucoup changé, et les Chinois ont beaucoup changé. Donc, de mon point de vue, ça pourrait tout à fait basculer à un moment donné si, effectivement, le parti n'est plus capable d'assurer ces éléments-là. Merci beaucoup Jean-Louis pour ton éclairage. Merci.